Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire se souvient de son fils décédé le 10 mars 2021. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté ce monde. Les Ivoiriens ne l'oublient pas. Des cérémonies de prière en sa mémoire sont organisées. Le Premier ministre Patrick Achi, au nom du président de la République, y a pris part. La Côte d'Ivoire vient d'acquérir un nouveau bateau de défense et de sécurité. C'est l'OPV 45. Il a été présenté hier au chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, à la base navale annexe. Cette dotation de la Marine nationale est le 6e chapelet d'acquisition et le 2e patrouilleur de haute mer. Le dossier vide ici met en lumière les femmes qui s'imposent dans le numérique. Selon l'autorité de régulation des télécommunications, 38% des femmes exercent dans le secteur des TIC. Plusieurs sont des exemples de réussite. L'excellence est leur credo. Leurs activités s'internationalisent via le numérique. Mais quel a été le chemin parcouru? Réponse tout à l'heure. Au Mali, le référendum sur le projet de nouvelle constitution, initialement prévu le 19 mars prochain, connaîtra un léger report. Le porte-parole du gouvernement malien justifie ce report par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes le 10 mars aujourd'hui. Il y a 2 ans, jour pour jour, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses illustres fils. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés le 10 mars 2021. La grande faucheuse l'a séparé des siens, mais les Ivoiriens ne l'oublient pas. Des cérémonies de prière en sa mémoire sont organisées. Le Premier ministre Patrick Achi, au nom du président de la République, était aux côtés de la famille avec des membres du gouvernement à la grande mosquée de la Riviera Golf. Mama Traoré. Énième lecture du Saint-Coran sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf. Énième séance de prière en hommage à un défunt à cette même place. Cette fois, l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko est le concerné. Voici 2 ans jour pour jour qu'il n'est plus. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi est venu soutenir la famille Bakayoko en ce jour de commémoration. À ses côtés, des présidents d'institutions, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. Moyen d'intercession choisi pour plaider la miséricorde divine en faveur du disparu, la lecture intégrale du livre saint de l'islam à 3 reprises. Ce qu'on nous demande pour nos défunts, c'est de faire des actions avec l'intention que cela soit bénéfique pour eux dans leur vie tombale. Tel que vous lui faites des cadeaux, vous lui faites plaisir de son vivant, autant après sa mort, vous pouvez le faire à travers des actions de sacrifice. Moment de recueillement, mais aussi de témoignage, car le souvenir de l'homme d'État reste encore présent dans les esprits. Au-delà des nombreuses qualités que tous ici lui reconnaissaient, il me reste en mémoire 4 principales que sont la rigueur et l'amour du travail bien fait, la loyauté, la générosité, la spiritualité. Chaque fois que j'avais des difficultés à rencontrer Ahmed, quel que soit le moment, j'étais sûr de trouver les mots apaisants. Ahmed, c'est pour chacun de ses amis, ceux de sa génération et les plus jeunes, le recours, celui vers qui on partait et qui généreusement assistait bien de gens. Depuis le décès, le gouvernement n'a cessé de manifester sa compassion à l'égard de la famille, preuve que l'État n'oublie pas ce grand commis qui était Feu Ahmed Bakayoko. Je voudrais réitérer nos remerciements et nos reconnaissances et gratitude à toutes celles et à tous ceux qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien moral, matériel et spirituel tout au long de ces années difficiles et douloureuses. Nous voudrons remercier plus particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa disponibilité, sa bienveillance et sa constante sollicitude à l'égard des grandes familles Bakayoko et Tando. Aux imams, il a été demandé d'accentuer les prières pour l'agrément de l'âme du défunt. Voilà, et la Côte d'Ivoire n'oublie pas l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021.
Le MAEP félicite la Côte d'Ivoire pour la politique de bonne gouvernance mise en place. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs comptabilise 20 ans d'existence, de promotion de la bonne gouvernance. Les 43 pays africains membres du MAEP viennent justement de célébrer ce 20e anniversaire de l'institution panafricaine. Le gouvernement ivoirien a réitéré sa volonté de lutter efficacement contre toute forme de corruption, nous rapporte Issa Tchonayeo. 9 mars 2003, 9 mars 2023. Cela fait 20 ans que le MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, est créé par l'Union africaine. Ce jeudi, ce 20e anniversaire a été célébré dans les 43 pays membres. Le président de la Commission nationale du MAEP a mis à profit cet instant pour souligner les retombées pour la Côte d'Ivoire depuis son adhésion au MAEP en 2015. Les objectifs du MAEP sont suffisamment clairs. Il s'agit de favoriser l'adoption de politiques, de normes et de bonnes pratiques conduisant à une stabilité politique, à une forte croissance économique et à un développement durable, ainsi qu'à une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée. En adhérant volontairement à ce mécanisme depuis le 29 janvier 2015, matérialisé par la signature par son Excellence Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire a fait sienne les valeurs de gouvernance qui fondent le MAEP. Tout en saluant le leadership du président de la République Alassane Ouattara en matière de bonne gouvernance, la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a indiqué que le pays est un maillon essentiel du mécanisme. La Côte d'Ivoire a pris des mesures importantes pour promouvoir la bonne gouvernance et l'intégrité, ainsi que pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Pour le panéliste en charge de l'évaluation par visioconférence, a mentionné que le MAEP est promu à un bel avenir. Au cours de ces 20 dernières années, le MAEP est passé d'une association volontaire d'États membres à une institution à part entière de l'Union africaine, reconnue mondialement pour sa contribution à la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. Le ministre Epiphane Zoro, représentant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, s'est réjoui de l'implication de la Côte d'Ivoire dans l'évolution du MAEP. Le président de la République a désigné le ministre chargé de l'intégration africaine comme le point focal du MAEP et a créé la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP, en 2015. Depuis lors, la Côte d'Ivoire participe activement à la vie du MAEP. À ce jour, notre pays a fait son auto-évaluation qui lui a permis de rédiger son rapport conséquent. Ce rapport a été officiellement lancé le 12 décembre 2022 par son Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre Epiphane Zoro a exhorté les Ivoiriens à s'approprier les résultats des différents rapports sur la bonne gouvernance et à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national d'action de la bonne gouvernance. Et notre pays qui est au travail vient d'acquérir un nouveau bateau de défense et de sécurité, c'est l'OPV 45. Il a été présenté hier au chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, à la base navale annexe. Et cette dotation de la Marine nationale est le 6e chapelet d'acquisition et le 2e patrouilleur de haute mer, nous dit Walter Amadou Ouattara. Base navale annexe de la Marine nationale dans la commune du Plateau. La réception officielle du tout nouveau patrouilleur de type OPV 45 réunit des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. Moment solennel de cette cérémonie, le lancer du jet d'eau
par 2 remorqueurs de son appellation le Water Salute. En attendant le baptême de ce patrouilleur de haute mer, le chef d'état-major de la marine souligne la gratitude de son département à sa hiérarchie. Mon général, la montée en puissance de la marine nationale est la matérialisation d'une stratégie conçue, traduite dans les différentes lois de programmation militaire. Aujourd'hui, cette nouvelle acquisition constitue pour nous, les marins, une marge supplémentaire et significative dans le renforcement de nos capacités de réaction face aux menaces et aux défis maritimes dans le golfe de Guinée. Qu'il me soit permis, à ce moment précis, de vous traduire de prime abord nos sincères remerciements pour votre présence constante à nos côtés. L'OPV 45 est le 2e patrouilleur hauturier avec celui baptisé contre-amiral Fatika. Il est le 6e d'une série d'acquisitions depuis 2014. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, situe le contexte et l'importance de cette dotation. Il s'agit pour nous d'apporter les réponses appropriées aux menaces actuelles, notamment la piraterie maritime. Une réelle menace pour les économies des pays du Golfe de Guinée. Nos marines nationales ont pu mettre en place des centres de coordination. Et la Côte d'Ivoire abrite le siège du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque, dans ce cadre, les moyens sont convoqués pour intervenir, la Côte d'Ivoire ne peut être que présente. Quand dans un pays comme la Côte d'Ivoire, des gisements sont découverts dans les eaux sous juridiction, automatiquement l'état-major se met à réfléchir sur les moyens de sécurisation des exploitations qui vont certainement suivre. Et ce patrouilleur, l'acquisition de ce patrouilleur rentre dans ce cadre. Et enfin, la Côte d'Ivoire, pour le poids qu'elle représente dans la sous-région, pour son poids économique, doit avoir une marine nationale à la hauteur de ses ambitions. Moderne, le patrouilleur OPV 45 mesure en longueur 46,70 mètres et en largeur 8 mètres. Avec une capacité de 20 membres d'équipage et d'embarquement de 10 éléments de force spéciale. Il est équipé d'un canon et de 2 mitrailleuses. Le Millennium Challenge Corporation du gouvernement des États-Unis d'Amérique accroît son accompagnement à la formation des enfants de Côte d'Ivoire. Des collèges de proximité seront construits dans les zones rurales des régions de Gbeke et de San Pedro. C'est un financement de 26 milliards de francs CFA pour 20 collèges de proximité, nous témoigne Soro Corona. Les enfants des localités de Kouroufounssou, Tieplé, Mamini et Senzekro recevront la formation secondaire sur place. 4 collèges de proximité de base 4 et 2 sortiront des terres dans la région du Gbeke dans 10 mois. Première tranche de 12 collèges de proximité. Un projet du MCC, Millennium Challenge Corporation. Le gouvernement américain veut ainsi rapprocher l'éducation des familles. Au travers de votre forte mobilisation ce jour, c'est le témoignage de votre adhésion à ce don du peuple américain pour bâtir des infrastructures scolaires afin de rapprocher l'école des familles. Le MCC, c'est une nouvelle manière de structurer la vie de l'aide au développement, un partenariat sûr et durable. Ce sont des dizaines de collèges de proximité qui verront le jour. C'est aussi 2 antennes de l'école normale supérieure, avec une à Boaké et l'autre à Saint-Pedro. Les cadres de la région du Gbeke traduisent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ce sont les conditions d'apprentissage des enfants qui seront nettement améliorées et ce que nous pouvons donc souhaiter, c'est que les entreprises retenues soient efficaces, diligentes. Ce collège de proximité, le président de la République sait que ça va rendre de grands services au canton de Dranois, qui est distant de Boaké d'environ 20 km. Maria Toukouni, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, salue ce projet qui vient relever plusieurs défis. Les collèges construits et livrés pourront accueillir des milliers d'élèves dans un environnement sécurisé, sain et favorable à des apprentissages de qualité. Il s'agit en plus de mettre fin aux soucis des parents concernant les questions de tuteurs. Le président du conseil d'administration du Millennium Challenge à Côte d'Ivoire inscrit la construction des collèges de proximité dans la vision du président de la République, celle de renforcer le capital humain. Ce projet de construction des collèges de proximité dans la région du Gbeke et de San Pedro
d'un montant total d'environ 26 milliards de francs CFA vise l'amélioration du capital humain, contribuant ainsi au renforcement de l'accès à l'éducation pour tous. L'éducation et la formation de nos jeunes est au cœur du programme de développement du président de la République. Le MCC est une agence américaine d'aide innovatrice ayant pour mission de lutter contre la pauvreté dans le monde. Le projet Millennium Challenge à Côte d'Ivoire a une durée de 5 ans. Voilà, des collèges construits dans les zones rurales. Il y a aussi de très bonnes nouvelles au niveau de la recherche scientifique. Le ministre Adama Diawara annonce le renforcement du capital de financement des projets de recherche. Il veut désormais consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique. La nouvelle réjouit justement les enseignants-chercheurs, dont certains viennent de bénéficier du financement du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et innovation, fournisseur de solutions à la recherche. Les résultats des études présentées par les chercheurs démontrent très bien le potentiel dont dispose notre pays, la Côte d'Ivoire, pour améliorer la vie des Ivoiriens. Frédéric Koulaï, Mama Traoré. Ils sont au nombre de 8 lauréats, dont 7 hommes et une femme, à se prêter à cet exercice de présentation de leurs résultats de recherche scientifique. Environnement, santé, agriculture, technologie, eau potable, autant de secteurs explorés et de solutions proposées pour améliorer les conditions de vie des populations ainsi que la politique de gouvernance. Le projet, c'était juste pour évaluer le portage du virus que représente cette pandémie sur le personnel de santé. Quant à la disposition de tout ce que nous avons comme facteur de défense envers ce virus, qui peut aussi être suscité par le vaccin. Depuis sa création en 2020, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a financé 40 projets de recherche scientifique. Avec un capital de 10 milliards de francs CFA, le FONSTI se veut une force de proposition de solutions aux problèmes de développement. Nous voulons que la science, n'est-ce pas, puisse s'attaquer aux problèmes réels de nos communautés. Donc les projets que nous avons présentés ont donné des résultats, dont l'exploitation peut être bénéfique au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur pour l'appui qu'il nous a apporté. Mais nous demandons davantage. Développer une recherche scientifique pertinente, une vision du chef de l'État traduite en actes par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique via le FONSTI. Adama Diawara marque sa fierté pour les résultats des travaux présentés. Ce sont vraiment des projets de recherche dont les résultats sont de nature à améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes et également à accélérer au niveau du secteur privé la production de richesses. Nous sommes en train de travailler à faire en sorte que nos secteurs privés puissent contribuer énormément au financement de la recherche, à côté de ce que l'État lui-même fait avec des instruments tels que le FONSTI, qui est un mécanisme de financement pérenne de la recherche scientifique. Objectif majeur pour Adama Diawara, faire grimper l'enveloppe budgétaire de financement des projets de recherche scientifique à 1% du PIB, produit intérieur brut. Et autre bonne nouvelle pour les ménages, cette fois-ci, la Côte d'Ivoire va augmenter sa puissance en fourniture d'électricité. 112 MW proviendront du deuxième barrage de Soubré, l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Pipoli, dont le taux d'exécution des travaux est estimé à 61%, verra à la fin de l'année 2023 la mise en service de la première tranche. L'information a été donnée par le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Sam Kona. Aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli dans le département de Soubri. Étape des dérivations. Des machines ouvrant le passage aménagé de l'eau. En présence du directeur général de Côte d'Ivoire Énergie qui effectue une visite de chantier en compagnie des autorités de Soubri. Nous sommes à une étape charnière donc, de ce projet avec la dérivation qui vient d'être faite avec succès. Il s'agit de permettre à l'eau de passer là où nous souhaitons. Et donc il s'agit de passer cette première étape et nous allons faire passer l'eau dans une autre rive et pouvoir réaliser les infrastructures qui sont nécessaires à réaliser là où on ne permet plus à l'eau de passer. Débuté en 2018 pour s'achever en 2024, les travaux de construction de l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli sur le fleuve Sassandra, situé à 15 km en aval de celui de Soubré, avancent bien.
Le complexe usine de production d'énergie, prise d'eau et l'évacuateur de crues sortent progressivement du terre. Selon le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, maître d'ouvrage, les délais seront respectés. Nous sommes très heureux de constater que les travaux évoluent très bien, conformément au planning, qui prévoit donc la mise en service de la première tranche en fin d'année, est quasiment certain aujourd'hui. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution d'à peu près 61%. Très bientôt, nous aurons 112 MW en plus donc dans le parc de production. L'aménagement hydroélectrique des Gribo-Popoli, d'un coût de 247,283 milliards de francs CFA, après la première tranche, suivront les deux autres, pour permettre la livraison en juin 2024. Un nouveau code de l'environnement existe. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, sensibilise sur le terrain. Il était en visite à San Pedro pour échanger avec les responsables de cimenterie. Il les a invités au respect des normes environnementales avant toute installation. Grace Kando est depuis San Pedro. San Pedro, seconde ville portuaire du pays, accueille le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour une visite de 48 heures. Visite dans 2 cimenteries installées dans le périmètre du port. Jean-Luc Assis est venu s'assurer du respect du plan de gestion environnementale et audit de ces établissements industriels. Nous sommes équipés de filtres qui séparent les particules de poussière à l'air avant émission dans la nature. Nos transports se font en vrac dans des véhicules qui sont totalement fermés. Toutes les mesures légales sont respectées au sein de notre entreprise. Nulle part émanation de poussière. Nous avons des équipements de dernière génération. Nous avons des appareils de mesure automatiques et permanents de la poussière émise dans notre usine. San Pedro, premier port exportateur du cacao dans le monde, avec un trafic global de marchandises de plus de 6 millions de tonnes en 2022, son premier responsable dit tout mettre en œuvre pour le respect des normes environnementales. Ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises qui doivent s'installer sur le domaine portuaire aient réalisé leur étude d'impact environnemental. C'est sous cette condition-là, surtout, que nous donnons notre accord pour mettre à disposition les espaces pour l'exploitation de leur activité. La visite du ministre Jean-Luc Assis s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation des opérateurs économiques sur l'application du nouveau code de l'environnement. Il était important pour nous, donc avant vraiment de véritablement mettre en œuvre donc, le code de l'environnement, de visiter quelques cimenteries, et nous allons le faire dans pratiquement tous les secteurs, pour voir un peu quel est le degré de pollution dans ces différentes structures. Et à partir de là, nous allons nous faire une idée et être plus efficaces sur le terrain donc, pour lutter contre la pollution de l'air. Ce qui va permettre donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et nous sommes dans cette dynamique. La Côte d'Ivoire a revu ses contributions déterminées au niveau national à 30,41% à l'horizon 2030 contre 28% en 2015. Elle vise à atténuer les effets des changements climatiques, d'où cet appel du ministre Jean-Luc Assis aux industriels pour leur contribution à l'atteinte de cet objectif. Hors de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, la 67e session de la Commission de la condition de la femme s'est ouverte officiellement au siège de l'ONU à New York avec la participation de la délégation ivoirienne conduite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Et au cœur des débats, noter l'innovation, changement technologique et éducation à l'ère du numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et des filles. Mamadou Kouassi, depuis les États-Unis. C'est parti pour 2 semaines de discussions générales, de panels, de rencontres bilatérales et de déclarations pour l'amélioration de la condition de la femme et surtout pour l'égalité du genre. Cette 67e session de la Commission de la condition de la femme vient mettre en lumière un secteur inoccupé par les femmes. Il s'agit bien du numérique. Bien qu'elle constitue la moitié de la population mondiale, 37% des femmes n'ont jamais utilisé Internet. Un écart technologique en leur défaveur que le secrétaire général des Nations Unies souhaite apporter une solution urgente pour l'égalité du sexe. Avec un accent particulier mis sur la technologie et les innovations pour accompagner l'autonomisation des femmes. Et je clame haut et fort, l'ONU se tient aux côtés des femmes et des filles du monde entier. Les femmes et les filles ont des droits humains fondamentaux
et nous ne renoncerons jamais à lutter pour ces droits. L'égalité des genres et l'investissement dans les filles et les femmes sont au cœur de notre action humanitaire et de développement. Un engagement qui réjouit l'ensemble des participants, dont la ministre Nassine Touré conduisant la délégation ivoirienne. Elle rappelle que les femmes et les filles de Côte d'Ivoire sont au cœur d'une politique de développement technologique mise en place par le président de la République Alassane Ouattara et par son gouvernement. Au nombre de celles-ci figurent l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du numérique à l'horizon 2025 pour un investissement de 3,25 milliards de dollars avec 32 réformes et 96 projets sur la période de 2021 à 2025. Cette stratégie représente une grande opportunité pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire dans la mesure où elle adresse plusieurs questions à l'origine de leur retard sur le plan de l'innovation technologique et du numérique. Ces initiatives s'étendent aussi à l'acquisition des compétences, illustrées notamment par les écoles de la seconde chance, les instituts de formation et d'éducation féminine et le projet d'alphabétisation fonctionnelle dédié aux femmes commerçantes dans les marchés. La 67e session de la Commission de la condition de la femme examinera l'impact de l'innovation sur le genre et formulera des recommandations pour une évolution numérique plus inclusive et équitable. Le dossier VDC de ce 20 met en lumière justement les femmes qui s'imposent dans le numérique. Plusieurs sont des exemples de réussite. Selon l'autorité de régulation des télécommunications, 38% de femmes exercent dans le secteur des TIC et la plupart ont réussi à se démarquer, à s'imposer dans le monde des affaires. Mais par le travail, l'excellence est leur credo. Le digital n'a plus de secret pour elles. Leurs activités fleurissent et s'internationalisent via le numérique. Mais quel a été le chemin parcouru? Les femmes au cœur du digital, c'est un dossier réalisé par Sefoura Zeki. Si la tendance est à la hausse, la parité dans le domaine des TIC n'est pas encore atteinte. Dans sa dernière enquête réalisée à Abidjan, la RTCI indique que les femmes ne représentent que 38% des travailleurs du secteur du numérique. Parmi elles, Alice Nyakpa, Beni Bintou Sissé, Karinaka Oulaté et Makani Touré, des jeunes femmes qui, de par leur maîtrise des nouvelles technologies, sont parvenues à faire fleurir leur business. Cocody de Plateau Mobile, il est 18h. Au premier étage de ce bâtiment se déroulent des cours intensifs d'anglais. Bini Sissé en est l'initiatrice. Titulaire d'un master en linguistique appliquée obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Bini est la fondatrice de ce cabinet de langue ouvert en 2018 à partir des réseaux sociaux. C'est quite costly, c'est cher. Mais vous le faites gratuitement, vous faites des vidéos gratuitement, vous investissez dans votre communication, mais vous le faites et c'est très bien. Et donc ça m'a donné en fait le courage de continuer et de 5 professeurs, on est passé à 10, on est passé à 15 et aujourd'hui nous avons 65 professeurs, 3 grands centres, 2 plateaux, Makori et Yopougon. Bini démarre son activité avec une 50aine d'abonnés inscrits. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 200 000 followers. En 4 ans, elle a contribué à former plus de 15 000 apprenants à la pratique de l'anglais via le web. Moi, j'aime dire aux gens que si tu ne montres pas aux gens ce que tu sais faire, personne ne t'aidera. Donc, être sur les réseaux sociaux, avoir une certaine constance dans un domaine bien spécifique, même si tu ne sais pas où tu vas, l'audience, en fait, va t'aider à découvrir ta propre personnalité. À travers des vidéos sur ses comptes, Bini communique entre mots nouveaux et expressions courantes, sa passion à ses apprenants. Non loin d'elle, à Cocody Centre, Karine Oulaté, consultante en communication digitale. Elle incarne la geek ivoirienne. Ancienne sportive, le digital s'est livré à elle sur un plateau d'or. J'avais fait un accident sportif, donc j'étais en convalescence et avec les médicaments, je souffrais d'insomnie il y a un peu plus de 10 ans. Et un soir, dans un reportage, il parlait des nouveaux métiers et il y avait le métier du digital. C'est la première fois que j'entendais parler. Et c'est comme si c'était un flash. Dès que j'ai vu, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que je veux faire. Avec plus de 10 années d'expérience, Karine est une entrepreneure passionnée de technologie
Elle est créatrice de contenu web qui traite de sujets authentiques et variés. Le digital m'a permis d'être connue dans le monde entier, en étant depuis la Côte d'Ivoire à exercer ici. C'est ça une des forces du digital en fait. Donc avec un moindre coût, peu de moyens, on peut signer des partenariats avec le monde entier. Son expertise, Karine la met au service de diverses entreprises et institutions. Une autre jeune femme qui se démarque dans la maroquinerie de luxe, Alice Nyakpa. Avec 206 000 abonnés sur Facebook, elle a réussi à implanter sa marque de sac à main. J'ai ressenti de façon naturelle que l'audience que j'avais sur les réseaux sociaux par mon compte Facebook et Instagram pouvait me servir à commercialiser mes produits. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui me suivaient et je me suis dit pourquoi ne pas proposer à ces personnes-là mes services. La chef d'entreprise ne jure que par Internet. On s'est fait connaître de par le numérique, on a nos clients de par le numérique, donc le numérique a une grosse place, quoi. Le web a permis à Alice d'ouvrir 3 boutiques physiques, dont 2 à Abidjan et une de façon saisonnière sur les Champs-Élysées à Paris. Ici en Côte d'Ivoire, une pépite du numérique prend son envol. Makani Touré, Miss 2.0 édition 2022. Makani développe un projet novateur dans le domaine agricole. Il s'agit de l'agriculture de précision. C'est le traitement des plantes, mais de façon très précise. Disons que j'ai une plantation, je peux utiliser un drone qui va analyser toute ma plantation, découvrir la zone précise à problème et le traitement précis nécessaire à cette zone-là. Pour être à ce niveau, la jeune dame a usé de l'innovation technologique et le résultat est surprenant. J'ai pu m'imposer par le digital grâce à l'aspect innovatif de mon projet. L'agriculture de précision n'est pas un domaine très connu. Donc dès qu'on le dit, c'est quelque chose qui suscite l'intérêt. De l'apprentissage en ligne à l'activisme numérique, en passant par l'expansion rapide des emplois de la technologie si bien rémunérés, le digital crée des opportunités sans précédent pour l'autonomisation des femmes et des filles. Bini, Karine, Alice et Makani sont toutes unanimes. Il faut que la gente féminine prenne une part active dans ce milieu. Mais un préalable important, la formation. En parlant de formation, des programmes taillés sur mesure pour les femmes et les filles ivoiriennes sont mis sur pied par de jeunes entrepreneurs. Jean-Patrick Eouman, architecte logiciel et entrepreneur digital, a rendez-vous avec l'une des promotions de femmes qu'il manage. Ce matin, un cours sur l'intelligence artificielle. Allez sur telle plateforme, créer un compte, payer les $10. Jean-Patrick fait la démonstration d'un logiciel capable d'aider les femmes à créer leur entreprise via le numérique. Connecté, on a la possibilité de faire certaines choses. S'amuser, ce qui ne devrait pas être la priorité pour la plupart d'entre nous, mais créer de la valeur, se connecter avec les autres et éventuellement utiliser cet outil-là pour le développement de notre carrière ou de notre business. Grâce à son programme de formation en développement de compétences informatiques pour femmes dénommé Chiz de Code, Jean-Patrick Eouman a formé plus de 15 000 femmes ivoiriennes, dont 1300 diplômées. Une façon de contribuer à l'inclusion des femmes dans le digital. Au cours de la dernière décennie, l'exclusion des femmes du monde numérique a entraîné une réduction du PIB des pays à revenus faibles et intermédiaires de 620 356 milliards de francs CFA selon ONU Femmes. Alors, Bini Sissé, Karine Oulaté, Alice Nyakpa et Makani Touré, ces femmes digitales sont-elles militantes? Pas nécessairement. Elles sont juste convaincues que le web, ce n'est pas que pour les hommes. Et elles travaillent très bien. Justement, les femmes s'imposent dans le numérique et concurrencent aujourd'hui les hommes. Ça dit donc que seul le travail paye. C'était le dossier VDC réalisé par Sephora Zegui. Et au Mali, le référendum sur le projet de nouvelle constitution, initialement prévu le 19 mars prochain, connaîtra un léger report. Selon le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, face à la presse ce vendredi 10 mars, il a justifié ce report par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation. Et Xi Jinping a été réélu sans surprise ce vendredi à la présidence de la Chine pour un 3e mandat de 5 ans lors d'un vote à l'unanimité des députés en faveur donc du dirigeant chinois qui a 69 ans.
Point final de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain, à la même heure, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Prenez soin de vous.